Imaginez une créature qui a terrorisé vos cauchemars depuis l'enfance. Grande comme un homme, intelligente comme un dauphin, rapide comme un guépard, des griffes acérées comme des lames de chirurgien. Vous la connaissez. Vous l'avez vue bondir à travers une cuisine, défoncer des portes, coordonner des attaques en meute avec une précision militaire. Spielberg vous l'a montré. Universal Studios vous l'a vendu sur des t-shirts, des mugs, des affiches. Pendant 30 ans, cette image s'est gravée dans la mémoire collective de l'humanité. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Ce monstre n'a jamais existé. Pas sous cette forme, pas à cette taille, pas avec ce comportement. L'animal que vous avez vu dans Jurassic Park est un mensonge soigneusement construit, une fusion de plusieurs espèces différentes, une créature de cinéma qui n'a presque rien à voir avec le véritable Vélociraptor mongoliensis qui a marché sur cette terre il y a 75 millions d'années. Et la vérité, la vraie vérité scientifique, est à la fois plus étrange, plus fascinante et d'une certaine manière bien plus troublante que tout ce qu'Hollywood a jamais osé vous montrer. Parce que le vrai raptor, celui que les paléontologues ont exhumé des sables de la Mongolie, celui dont les os reposent dans les vitrines du Musée américain d'histoire naturelle à New York, cet animal-là était à peu près de la taille d'une dinde. Il était couvert de plumes, et il chassait probablement des lézards et de petits mammifères, pas des ingénieurs en panique dans des couloirs éclairés au néon. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Comment une créature de 40 cm de haut est-elle devenue l'un des prédateurs les plus redoutés de la culture populaire mondiale? Qui a trahi la science? Et surtout, qu'est-ce que la réalité nous révèle sur ces animaux extraordinaires qui, eux, méritent vraiment notre fascination? Attachez-vous. Parce que ce voyage au cœur du Crétacé va détruire tout ce que vous croyez savoir et reconstruire quelque chose de bien plus vertigineux à la place. Revenons en arrière, très loin en arrière. Nous sommes en 1923. Le désert de Gobi, Mongolie. Une expédition américaine dirigée par le paléontologue Roy Chapman Andrews traverse des étendues de sable rouge sous un soleil de plomb. Andrews est un personnage hors du commun, aventurier, explorateur. Certains disent qu'il a inspiré le personnage d'Indiana Jones. Il cherche des fossiles de mammifères primitifs. Ce qu'il va trouver va changer la paléontologie pour toujours. Dans les falaises de grès ocre de la formation de Djadokta, ces hommes mettent au jour quelque chose d'inhabituel. Un petit crâne allongé, des membres postérieurs graciles mais puissants, et une griffe recourbée sur le deuxième orteil. Une griffe si particulière, si différente de tout ce qu'on avait vu jusqu'alors, qu'elle va donner son nom à la créature entière. Henry Fairfield Osborn, directeur du Musée américain d'histoire naturelle, baptise l'animal en 1924. Vélociraptor. Du latin velox, rapide, et raptor, celui qui saisit, celui qui vole, le ravisseur. Le raptor rapide. Le nom sonne comme une promesse, comme une menace. Mais regardons ce que les fossiles disent vraiment. Le spécimen type, catalogué sous la référence AMNHFARB6515, mesure environ 70 cm au garrot. Sa longueur totale, queue comprise, atteint environ 1,80 m. Son poids estimé, et ici les paléontologues sont remarquablement précis grâce au modèle biomécanique développé à l'Université de Manchester, se situe entre 15 et 20 kg, soit à peu près le poids d'un cocker spaniel adulte bien nourri. Voilà votre monstre. Un animal de la taille d'un gros chien courant dans les plaines arides de ce qui était alors l'Asie centrale, chassant probablement des lézards, de petits mammifères et peut-être des jeunes dinosaures de petite taille. Pas de couloir, pas de cuisine, pas de regards intelligents fixés sur des enfants terrorisés derrière des comptoirs en inox. Alors d'où vient le raptor de Spielberg? La réponse se trouve dans un bureau de Los Angeles à la fin des années 80. Michael Crichton écrit son roman. Il est fasciné par les Dromaeosauridés, la famille à laquelle appartient le Vélociraptor. Et dans cette famille, il existe un cousin beaucoup plus grand, découvert en 1964 dans la formation de Cloverly, dans le Montana. Un animal qui, lui, pouvait atteindre 2 mètres au garrot. Environ 5 à 6 mètres de longueur totale. Un prédateur qui, cette fois, aurait effectivement pu regarder un homme dans les yeux. Son nom, Deinonychus antiropus, la griffe terrible. Crichton connaît cet animal. Il connaît les travaux révolutionnaires du paléontologue John Ostrom, qui a décrit le Deinonychus en 1969 et qui, avec cette seule description, a déclenché ce qu'on appelle aujourd'hui la renaissance des dinosaures.
Ce moment où la science a compris que les dinosaures n'étaient pas des lézards stupides et lents, mais des animaux actifs, peut-être à sang chaud, peut-être sociaux. Crichton sait tout ça, et pourtant, dans son roman, il appelle sa créature Vélociraptor. Pourquoi? Selon plusieurs sources proches de la production, le choix était purement littéraire. Vélociraptor, le mot sonne mieux, il a un rythme, une musique. Deinonychus, 4 syllabes difficiles, un nom de savant, ne ferait pas vendre autant de billets de cinéma. Steven Spielberg reprend le roman. Il reprend le... Et pour rendre la créature encore plus imposante à l'écran, il s'inspire d'une troisième espèce, l'Utahraptor ostromaizorum, découvert en Utah en 1991, juste pendant le tournage du film. Un animal qui pouvait peser jusqu'à 500 kg et mesurer 7 mètres de long. Une coïncidence troublante. La science découvrait le grand raptor au moment exact où le cinéma en avait besoin. 3 espèces différentes, un seul nom, une seule image culturelle. Voilà comment se fabrique un mythe. Mais ce mythe a un coût. Parce que pendant que des millions de spectateurs apprenaient à avoir peur d'un animal imaginaire, le vrai Vélociraptor, cet animal extraordinaire, complexe, fascinant dans ses véritables proportions, restait dans l'ombre, incompris, sous-estimé, ou plutôt mal estimé. Et ce que la science a découvert sur lui depuis 1924 est bien plus étrange que tout ce qu'Hollywood a jamais osé inventer. Parlons de plumes, parce que c'est là que le mensonge d'Hollywood devient presque comique, si l'enjeu scientifique n'était pas aussi sérieux. Pendant des décennies, dans les films, dans les livres pour enfants, dans les musées même, le Vélociraptor était représenté comme un reptile écailleux. Une peau lisse, vaguement verdâtre ou brunâtre, peut-être tachetée comme un lézard du désert. Une créature froide, visqueuse, reptilienne dans chaque centimètre de son anatomie. C'était faux. Fondamentalement, irrémédiablement faux. En 2007, une équipe de paléontologues dirigée par Alan Turner, du Musée américain d'histoire naturelle, publie une étude qui fait l'effet d'une bombe dans la communauté scientifique. En examinant un numérus de Vélociraptor, l'os du bras supérieur, les chercheurs découvrent quelque chose que personne n'avait remarqué auparavant. Des tubercules, de petites bosses régulièrement espacées le long du bord de l'os. Des structures identiques à celles qu'on observe aujourd'hui sur les os des oiseaux modernes. Ces tubercules ont un nom, on les appelle des calames, et leur fonction est précise. Ce sont les points d'ancrage des plumes d'ailes. Le Vélociraptor avait des plumes, pas quelques filaments décoratifs, de vraies plumes d'ailes, structurées, implantées directement dans l'os, exactement comme chez un aigle ou un faucon contemporain. Un animal de la taille d'une dinde, couvert de plumes, avec des ailes trop courtes pour voler, mais parfaitement réelles. Imaginez ça un instant, vraiment. Fermez les yeux et remplacez la créature écailleuse de vos cauchemars par quelque chose qui ressemblerait davantage à un oiseau de proie géant et terrestre. Un animal qui, sous certains angles, sous certaines lumières, dans certains mouvements, aurait pu faire penser à un rapace moderne. Un aigle des steppes peut-être, ou un secrétaire d'Afrique, cet oiseau moderne qui chasse les serpents en les piétinant avec une précision redoutable. Voilà ce qu'était le Vélociraptor. Et cette découverte n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une révolution scientifique plus large, la confirmation définitive, construite fossile après fossile depuis les années 90, que les oiseaux ne descendent pas des dinosaures. Les oiseaux sont des dinosaures. Des dinosaures à plumes, à sang chaud, dont la lignée a survécu à l'extinction de masse du Crétacé il y a 66 millions d'années. Quand vous regardez un pigeon picorer des miettes sur un trottoir parisien, vous observez un dinosaure en activité. Un descendant direct des théropodes du Mésozoïque. Le Vélociraptor se situe précisément dans cette lignée. Il appartient à la famille des Dromaeosauridés, et les Dromaeosauridés sont parmi les dinosaures les plus étroitement apparentés aux oiseaux modernes. Plus proche d'un moineau que d'un crocodile, plus proche d'une buse que d'un komodo. Mais revenons à l'anatomie. Parce que le diable est dans les détails. Et les détails du Vélociraptor sont fascinants. Prenons cette griffe emblématique, recourbée, sur le deuxième orteil. Celle qui, dans Jurassic Park, fait ce son caractéristique, tic-tic-tic, sur le carrelage de la cuisine. Dans le film, elle est utilisée comme une arme de découpe, une lame pour éventrer les proies en un mouvement rapide. Les paléontologues ont étudié cette griffe en détail.
Des études biomécaniques menées notamment à l'université de Bristol ont analysé sa forme, sa courbure, la distribution des forces qu'elle pouvait exercer. Et les conclusions sont surprenantes. Cette griffe n'était presque certainement pas utilisée pour trancher. Sa courbure et sa géométrie suggèrent plutôt une fonction de maintien, de prise. Une griffe faite pour s'ancrer dans la chair d'une proie et ne pas lâcher, pendant que les mâchoires et les membres antérieurs effectuaient le travail létal. Certains chercheurs la comparent au cerf d'un faucon pèlerin, qui utilise ses griffes non pas pour tuer, mais pour saisir, pour immobiliser, pour contrôler. D'autres vont plus loin et suggèrent qu'elle pouvait servir à grimper, à escalader le flanc d'une proie plus grande, comme on a pu l'observer chez certains oiseaux de proie contemporains. Et il y a ce fossile. Ce fossile extraordinaire, découvert en 1971 dans le désert de Gobi, qui a reçu le surnom que tout paléontologue connaît. On l'appelle les combattants. Fighting Dinosaurs en anglais. 2 squelettes, presque complets, parfaitement articulés, figés dans la position exacte où la mort les a surpris, il y a 75 millions d'années. Un vélociraptor et un protocératops, un herbivore trapu, à la tête large, d'environ 2 mètres de long. Les deux animaux sont en contact direct. La griffe du raptor est enfoncée entre les vertèbres cervicales du protocératops. La mâchoire du protocératops est refermée sur l'avant-bras du raptor. L'os brisé, la blessure définitive. Ils sont morts ensemble, probablement ensevelis vivants par une dune de sable qui s'est effondrée sur eux en quelques secondes, les piégeant dans leur combat au moment précis de l'impasse fatale. Ce fossile est une fenêtre ouverte sur 75 millions d'années de silence. Une scène de chasse figée pour l'éternité. Et ce qu'il nous dit est précieux. Le vélociraptor attaquait des proies de taille comparable à la sienne, voire légèrement plus grande. Il prenait des risques, il se battait. Et parfois, il perdait. Ce n'est pas le super prédateur omnipotent de Hollywood. C'est un prédateur de taille moyenne, efficace, opportuniste, dont la vie était une négociation permanente entre l'audace et la survie. Ce qui nous amène à la question la plus débattue, la plus controversée, celle qui divise encore les paléontologues aujourd'hui. Le vélociraptor chassait-il en meute? C'est la scène que tout le monde retient. 3 raptors, une coordination parfaite. L'un attaque de face pour distraire, les 2 autres contournent par les flancs. Une stratégie, une communication, une intelligence collective qui glace le sang. Spielberg a construit toute la mythologie du vélociraptor sur cette image, celle d'un prédateur qui ne chasse pas seulement avec ses griffes et ses dents, mais avec son cerveau. Avec une organisation sociale digne d'un loup, d'un orque, d'un être pensant. C'est cette image qui a fait du raptor une icône culturelle. Et c'est précisément cette image que la science remet aujourd'hui profondément en question. Commençons par ce que nous savons avec certitude. Le vélociraptor avait un cerveau relativement grand pour sa taille corporelle. Le ratio encéphale-corps, qu'on appelle le quotient d'encéphalisation, était effectivement élevé comparé à la plupart des dinosaures de son époque. Des études basées sur des endocastes, des moulages de l'intérieur du crâne qui permettent de reconstruire la forme approximative du cerveau, confirment que les lobes olfactifs étaient développés, suggérant un odorat puissant. Les régions associées à la vision et à la coordination motrice semblent également bien développées. Mais un grand cerveau ne signifie pas une chasse en meute. Le problème est fondamental, et les paléontologues le soulèvent depuis des années. Nous n'avons aucun fossile, aucune trace, aucune empreinte qui démontre directement que des vélociraptors chassaient ensemble de manière coordonnée. Pas un seul. 0. Le désert de Gobi a livré des milliers de fossiles de cette région et de cette époque. Des ossements de vélociraptors ont été trouvés en plusieurs endroits, mais jamais dans une configuration qui suggère une meute autour d'une proie commune. Alors d'où vient l'idée? Elle vient en partie des dromaeosauridés nord-américains. En 1964, John Ostrom, en décrivant le Deinonychus, trouve plusieurs individus regroupés autour des restes d'un grand herbivore, un Tenontosaurus. Un herbivore qui pouvait peser jusqu'à 1 tonne. Bien trop grand pour un seul Deinonychus. Ostrom en tire une conclusion logique pour l'époque. Ces animaux chassaient ensemble. Cette interprétation a dominé la paléontologie pendant 30 ans. Mais en 2001, une étude publiée dans le Journal of Vertebrate Paleontology remet tout en cause. En réexaminant le site de fouilles original et en analysant la taphonomie,
la science qui étudie comment les organismes se décomposent et se fossilisent, les chercheurs proposent une alternative. Ces Deinonychus n'étaient peut-être pas des chasseurs coordonnés. Ils étaient peut-être des charognards opportunistes, attirés indépendamment les uns des autres par une carcasse déjà morte ou mourante. Comme des vautours modernes. Chacun pour soi, chacun attiré par la même odeur, sans aucune coordination sociale. Et il y a pire, ou plutôt, il y a plus troublant encore. Sur certains sites où l'on trouve plusieurs dromaeosauridés ensemble, des analyses isotopiques et taphonomiques poussées suggèrent que ces animaux se mangeaient entre eux. Du cannibalisme. Des individus de la même espèce retrouvés avec des marques de dents sur leurs os, des marques compatibles avec les dents de leurs congénères. Si ces animaux se dévoraient mutuellement, l'hypothèse d'une coopération sociale élaborée devient considérablement plus difficile à défendre. Mais la science est rarement simple, et plusieurs chercheurs résistent à cette révision. Joseph Frederickson, de l'Université de l'Oklahoma, a publié en 2019 une étude fascinante sur les isotopes du carbone dans les dents de Deinonychus. Son raisonnement est élégant. Chez les animaux qui chassent en meute, les loups, les lions, les jeunes apprennent à chasser avec les adultes, et donc tous les membres du groupe consomment les mêmes proies dès le plus jeune âge. Leurs isotopes alimentaires sont similaires. Chez les animaux solitaires comme les crocodiles, chaque individu chasse selon sa taille et ses capacités. Les jeunes mangent de petites proies, les adultes de grandes. Et les isotopes divergent significativement entre juvéniles et adultes. Résultat de l'étude de Frederickson, les isotopes des Deinonychus montrent une divergence significative entre les jeunes et les adultes. Ce qui suggère, selon lui, un comportement de chasse solitaire plutôt que social. Voilà où en est la science aujourd'hui. Pas de consensus, un débat vivant, nourri de nouvelles données, qui se déroule dans les pages des revues spécialisées pendant que Hollywood continue de diffuser ses raptors tactiques en haute définition. Mais il y a un autre aspect de l'intelligence du vélociraptor qu'on discute moins. Un aspect que les films ont paradoxalement sous-estimé, d'une certaine façon. La vision. Des études sur l'orientation des orbites oculaires du vélociraptor, publiées notamment dans les Proceedings of the Royal Society, suggèrent que ces animaux avaient un champ de vision binoculaire relativement développé pour un dinosaure. La vision binoculaire, c'est ce qui permet d'estimer précisément les distances. C'est ce que les prédateurs actifs ont besoin de faire. Sauter sur une proie, calculer une trajectoire, évaluer un saut. Ces yeux étaient probablement adaptés à la chasse active, à la poursuite, à la précision. Pas à la surveillance passive d'un grand espace ouvert comme un herbivore. Et cette vision était peut-être plus performante que celle d'un reptile moderne. Parce que le vélociraptor n'était pas un reptile, rappelons-le. C'était un dinosaure à plumes, étroitement apparenté aux oiseaux, dont le métabolisme était vraisemblablement bien plus actif qu'un crocodile ou un varan. Des études sur la microstructure osseuse, la façon dont l'os pousse et se renouvelle, publiées dans le Journal of Anatomy, suggèrent un taux de croissance rapide, incompatible avec un métabolisme reptilien lent et froid. Cet animal vivait vite, brûlait de l'énergie, avait besoin de chasser régulièrement. Ce qui nous amène à une question que peu de films osent poser. Qu'est-ce que le vélociraptor ressentait réellement? Pas au sens émotionnel, la science ne nous permet pas d'aller là, mais au sens sensoriel. Comment percevait-il son monde? Les recherches sur les fossiles de l'oreille interne, l'organe vestibulaire qui contrôle l'équilibre et la coordination, montrent que le vélociraptor avait un système d'équilibre remarquablement sophistiqué. Sa tête pouvait suivre des cibles mobiles avec une précision que les reptiles modernes n'atteignent pas. Pensez à la façon dont un faucon tourne la tête, cette fluidité mécanique, cette précision de cible. Le vélociraptor avait probablement quelque chose de similaire. Et l'odorat. Ces lobes olfactifs développés dont nous parlions. Dans les steppes arides de l'Asie centrale du Crétacé, l'olfaction était probablement le sens dominant pour localiser les proies, identifier les congénères, détecter les prédateurs. Un monde perçu d'abord par le nez, ensuite par les yeux, ensuite par les oreilles. Un monde radicalement différent du nôtre. Un monde que nous ne pouvons reconstruire qu'en fragments. Un os ici, une empreinte là, un isotope ailleurs, comme les pièces d'un puzzle dont il manque les 3/4. Et justement, parlons du puzzle. Parlons de ce que nous ne savons pas encore.
Parce que les lacunes dans notre connaissance du vélociraptor sont aussi révélatrices que ce que nous avons trouvé. Nous ne savons pas avec certitude de quelle couleur il était. Les plumes impliquaient nécessairement une pigmentation. Les structures moléculaires des mélanosomes, ces organites responsables de la couleur dans les plumes, se fossilisent parfois. On a pu reconstituer la couleur de certains dinosaures à plumes grâce à cette technique, notamment pour le Microraptor, un proche cousin, dont on pense aujourd'hui qu'il avait un plumage irisé noir, comme celui d'un corbeau. Mais pour le Vélociraptor mongol, les fossiles ne nous ont pas encore livré cette information. Nous ne savons pas s'ils vocalisaient. Les dinosaures à plumes proches des oiseaux avaient probablement un système phonatoire plus sophistiqué que les reptiles. Mais comment sonnait le cri d'un Vélociraptor? Grave, aigu, sifflant, claquant? Nous ne le saurons peut-être jamais. Nous ne savons pas avec certitude comment il se reproduisait socialement. Pendait-il ses œufs seul, comme un reptile solitaire? Les couvait-il comme un oiseau moderne? Les mâles participaient-ils à l'incubation, comme chez les autruches aujourd'hui? Les indices existent. Certains dromaeosauridés ont été retrouvés en position de couvaison sur leur nid. Mais pour le Vélociraptor spécifiquement, les données manquent. Ces lacunes ne sont pas des faiblesses, elles sont des invitations. Chaque fossile nouvellement découvert dans les sables du Gobi est une réponse potentielle. Chaque analyse au microscope électronique d'un os vieux de 75 millions d'années est une fenêtre qui s'entr'ouvre sur un monde disparu. Et pendant que nous cherchons ces réponses, il y a une chose que nous savons avec certitude. Le vrai Vélociraptor était plus fascinant que le monstre de cinéma. Pas parce qu'il était plus grand ou plus fort, mais parce qu'il était réel. Parce qu'il a vraiment vécu, vraiment chassé, vraiment lutté pour survivre dans un monde qui n'existe plus. Parce que ses os portent les marques de ses combats, de ses repas, de ses blessures. Parce que la science peut lire ces marques comme un texte. Et ce texte n'a pas fini de nous surprendre. Reculons encore. Quittons les laboratoires, les revues scientifiques, les débats entre chercheurs, et plongeons dans le monde réel du Vélociraptor. Pas le monde de Hollywood, le vrai. Il y a 75 millions d'années, Crétacé supérieur. Ce qu'on appellera un jour la Mongolie est une région de dunes, de plaines semi-arides, de rivières épisodiques qui surgissent après les pluies de mousson et disparaissent sous le sable en quelques semaines. Le climat est chaud, bien plus chaud que l'Asie centrale aujourd'hui. Des températures moyennes probablement supérieures de 10 à 15 degrés à celles que nous connaissons. Pas de glace au pôle. Les océans sont plus hauts. Les continents ne sont pas encore tout à fait ceux que nous connaissons. L'Asie et l'Amérique du Nord restent séparées par une mer intérieure peu profonde, et les échanges phoniques entre les deux masses terrestres sont encore limités, encore imprévisibles. La formation de Djadokta, c'est le nom géologique de ce terrain. Un empilement de grès rouge et ocre, de sédiments éoliens, des dunes fossilisées, qui se sont déposées couche après couche pendant des millions d'années. Aujourd'hui, ces roches affleurent dans le désert de Gobi, dans deux régions principales. Baïnzak, en Mongolie, que les explorateurs américains des années 20 ont surnommé les falaises flamboyantes, pour la façon dont le grès rouge embrase le paysage au coucher du soleil. Et Uka Tolgod, découvert seulement en 1973, par une expédition soviéto-mongole qui s'est révélé l'un des sites fossilifères les plus riches au monde. C'est ici que vivait le Vélociraptor. Fermez les yeux. Transportez-vous là-bas. 75 millions d'années en arrière. Le soleil se lève sur un paysage qui ressemble vaguement à ce que serait le désert du Namib mélangé à la savane africaine. Des étendues de sable interrompues par des buissons d'un vert poussiéreux, des touffes d'herbes primitives, quelques cicadales aux troncs épais et aux feuilles en éventail. L'air est lourd, chaud, chargé d'une humidité résiduelle qui s'évaporera avant midi. Quelque part au-dessus, des ptérosaures planent dans les courants thermiques ascendants, leurs envergures de plusieurs mètres projetant des ombres silencieuses sur le sable. Et dans l'ombre d'une dune, quelque chose attend. Compact, couvert de plumes d'un brun rougeâtre, une couleur probable, déduite de l'environnement aride où le camouflage compte, le Vélociraptor est immobile. Sa tête tourne lentement, ses narines analysent l'air. Quelque chose approche. Un protocératops probablement. Ces herbivores trapus au museau en bec sont omniprésents dans cet écosystème. On a trouvé leurs fossiles par centaines dans la formation de Djadokta, adultes et juvéniles, des nids entiers avec des œufs encore intacts.
C'est cette coexistence qui est fascinante. Le vélociraptor et le protocératops ont évolué ensemble, dans le même environnement, pendant des millions d'années. Prédateurs et proies potentielles, façonnés l'un par l'autre dans une danse évolutive que les biologistes appellent la coévolution. Chaque adaptation du chasseur pousse le chassé à développer une contre-adaptation. Chaque nouvelle défense de la proie oblige le prédateur à affiner sa technique. Le protocératops avait une mâchoire d'une puissance remarquable. Comme nous l'a montré le fossile des combattants, il pouvait broyer l'avant-bras d'un vélociraptor avec une force comparable à celle d'un étau hydraulique. Il avait une fraise cervicale, cette collerette osseuse autour du cou, qui protégeait partiellement sa nuque des attaques dorsales. Il se déplaçait en groupe, les adultes formant peut-être un rempart autour des jeunes en cas de danger. Face à ça, le vélociraptor devait ruser, choisir ses cibles, isoler les vulnérables, profiter des moments de désorientation, de distraction, de faiblesse. Pas un super prédateur invincible, un chasseur opportuniste et intelligent qui vivait dangereusement. Et il n'était pas seul dans cet écosystème. Il partageait ses plaines avec d'autres prédateurs. Des oviraptorosaures, des dinosaures à plumes avec des crêtes osseuses spectaculaires sur le crâne, longtemps accusés à tort de voler les œufs des autres, avant que les fossiles ne révèlent qu'ils couvaient leurs propres œufs avec une sollicitude toute parentale. Des troodontidés, de petits théropodes aux grands yeux adaptés à la vision crépusculaire, peut-être les dinosaures non-aviens au cerveau proportionnellement le plus développé. Et au-dessus de tout ce petit monde, des prédateurs plus imposants, des tyrannosauridés primitifs, ancêtres lointains du Tyrannosaurus rex, rôdaient peut-être aux marges de cet écosystème. Dans ce contexte, le vélociraptor n'était pas le roi, il était un maillon, un prédateur de taille moyenne dans un réseau trophique complexe, équilibré, dynamique. Sa survie dépendait autant de sa capacité à chasser que de sa capacité à éviter de se faire chasser. Et puis il y avait les catastrophes. La formation de Djadocta nous a livré un témoignage silencieux de la brutalité de cet environnement. Ces grès rouges sont en grande partie des dépôts éoliens, des dunes de sable accumulées par des vents puissants, et ces dunes tuaient, rapidement, sans préavis. Une tempête de sable pouvait ensevelir des nids entiers en quelques heures. Des animaux pouvaient être piégés vivants dans l'effondrement d'une dune, figés dans leur posture finale pour 75 millions d'années. C'est ce qui a tué les combattants. C'est ce qui a préservé des nids entiers de protocératops avec leurs œufs intacts. C'est ce qui fait de la formation de Djadocta un livre d'images unique, une photographie instantanée d'un monde disparu, prise en une fraction de seconde géologique par la violence aveugle du vent et du sable. Mais il y a quelque chose d'autre dans ces roches, quelque chose que les paléontologues ont mis longtemps à comprendre pleinement. La formation de Djadocta représente un environnement particulièrement stressant, aride, instable, soumis à des variations climatiques saisonnières sévères. Et les animaux qui y vivaient avaient évolué pour survivre dans des conditions difficiles. Le vélociraptor n'était pas un prédateur de luxe, évoluant dans un paradis tropical où les proies abondent et les ressources sont illimitées. C'était un survivant, un spécialiste de la rigueur. Cette nuance change tout dans notre compréhension de son comportement. Un prédateur vivant dans un environnement de stress-ressources ne peut pas se permettre d'être un chasseur spécialisé. Il doit être flexible, opportuniste, capable de se nourrir de lézards, d'insectes, d'œufs, de petits mammifères, de charognes et occasionnellement de proies plus grandes quand l'occasion se présente. La comparaison la plus pertinente n'est peut-être pas le loup, ce chasseur social de grandes proies, mais le varan de Komodo, ou mieux encore, le caracal, ce félin solitaire des zones arides qui chasse avec une efficacité redoutable dans des environnements où les ressources sont imprévisibles. Des recherches publiées dans la revue PLOS ONE en 2021 ont analysé les traces d'usure sur les dents de vélociraptor. Les résultats sont éloquents. Les patterns d'usure microscopiques sur l'émail dentaire, une technique appelée l'analyse de la texture de surface dentaire, indiquent un régime alimentaire varié, incluant des os. Ce qui signifie que cet animal consommait ses proies presque entièrement, os compris, comme le font aujourd'hui les hyènes ou certains grands rapaces. Rien ne se perdait, tout était valorisé. Un prédateur frugal, efficace, économe. Rien à voir avec le monstre prodigue de Spielberg qui semble chasser pour le plaisir de la destruction. Et cette économie s'étendait peut-être à sa physiologie. Des analyses de la microstructure osseuse
conduite notamment par des chercheurs de l'Université de l'Alberta, suggère que le vélociraptor avait un taux métabolique élevé comparé aux reptiles, mais peut-être légèrement inférieur à celui des oiseaux modernes. Une position intermédiaire. Un métabolisme qui brûlait chaud, mais pas au maximum. Une adaptation possible à un environnement où les ressources alimentaires n'étaient pas toujours garanties. Chaud mais pas trop. Rapide mais pas imprudent. Audacieux mais pas suicidaire. C'est ce portrait nuancé, complexe, ancré dans la réalité écologique de son temps, qui rend le vrai vélociraptor infiniment plus fascinant que son double de celluloïd. Mais nous ne sommes qu'à mi-chemin de notre histoire, parce qu'il reste une question que nous n'avons pas encore posée. Une question qui touche non seulement au vélociraptor, mais à toute sa famille. Une question qui relie ces créatures du Crétacé à votre fenêtre, à votre jardin, au moindre pigeon que vous croiserez demain matin. Si les oiseaux sont des dinosaures, et la science est aujourd'hui catégorique là-dessus, alors où se situe exactement le vélociraptor dans cet arbre généalogique? Est-il un ancêtre direct des oiseaux modernes? Ou une branche parallèle, une expérience évolutive différente, une route que l'évolution a finalement abandonnée? La réponse à cette question va changer encore une fois tout ce que vous pensez savoir. L'arbre de la vie est une forêt. Pas un arbre simple, avec un tronc unique et des branches qui s'écartent proprement. Une forêt dense, emmêlée, où certaines branches se rejoignent, où d'autres meurent avant d'avoir porté leurs fruits, où la lumière filtre différemment selon l'endroit où vous vous placez. Comprendre la place du vélociraptor dans cette forêt exige qu'on remonte le temps, qu'on aille bien au-delà du Crétacé, qu'on retourne aux origines mêmes des dinosaures à plumes. Tout commence dans le Jurassique, 150 millions d'années avant notre ère. En 1861, dans les carrières calcaires de Solnhofen en Bavière, des ouvriers mettent au jour quelque chose d'extraordinaire. Une plume fossilisée, parfaitement conservée dans le calcaire lithographique fin comme du papier. Quelques semaines plus tard, dans la même formation, un squelette presque complet. Un animal de la taille d'un corbeau, avec des dents, des griffes aux ailes, une longue queue osseuse, et des plumes indubitables, visibles à l'œil nu dans la roche. Charles Darwin vient de publier son Origine des espèces 2 ans plus tôt. La communauté scientifique est en ébullition. Et voilà qu'apparaît, comme par miracle, l'illustration parfaite de la théorie de l'évolution, un animal à mi-chemin entre le reptile et l'oiseau. L'Archaeopteryx lithographica. On l'appelle le premier oiseau. Pendant plus d'un siècle, il trône au sommet de l'arbre évolutif des oiseaux. Ancêtre fondateur, chaînon manquant made in Bavaria. Et pendant plus d'un siècle, cette vision simple et rassurante structure toute la compréhension que la paléontologie a des origines aviaires. Puis vient la Chine. Et tout se complique. Magnifiquement. Dans les années 90, la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, commence à livrer des fossiles d'une qualité stupéfiante. Des schistes fins, déposés dans d'anciens lacs peu profonds, il y a 120 à 130 millions d'années, ont conservé non seulement les os, mais les plumes, les écailles, parfois les organes internes, parfois les contenus stomacaux. Une fenêtre extraordinaire sur un écosystème du Crétacé inférieur. Et ce que cette fenêtre révèle bouleverse tout. Des dizaines d'espèces de dinosaures à plumes. Pas des oiseaux, des dinosaures. Des théropodes avec des plumes d'affichage, des plumes de vol, des plumes de couvaison. Des animaux qui ne volaient pas, mais qui étaient recouverts de structures plumeuses complexes. Le Sinosauropteryx, découvert en 1996, premier dinosaure non avien dont la couleur a pu être partiellement reconstituée grâce au mélanosome fossilisé. Brun rougeâtre sur le dos, ventre plus clair, une queue annelée de bandes sombres. Le Microraptor Guy, avec ses 4 ailes, 2 aux bras, 2 aux jambes. Un planeur élégant dont le plumage irisé rappelait celui d'un étourneau moderne. Le Yuanchuavi compsosura, découvert seulement en 2022, avec une queue de plumes décorative dont la structure suggère qu'elle servait à la parade sexuelle plutôt qu'au vol. Fossile après fossile, la Chine construit un tableau. Un tableau qui montre que les plumes ont précédé le vol. Que les plumes ne sont pas apparues pour permettre de voler. Elles existaient bien avant que quoi que ce soit vole. Elles servaient à d'autres choses d'abord. La thermorégulation, maintenir la chaleur corporelle dans un animal à métabolisme élevé. L'affichage, attirer les partenaires, intimider les rivaux. La couvaison, protéger les œufs avec la chaleur corporelle. Et peut-être progressivement, incidemment, la sustentation,
utiliser ces surfaces pour planer, freiner, manœuvrer. Le vol n'est pas une révolution, c'est une accumulation. Et dans ce tableau, où se place le vélociraptor? Il se place dans un groupe appelé les paraviens, les proches des oiseaux. Un groupe qui inclut les troodontidés, les dromaeosauridés, dont le vélociraptor fait partie, et les véritables oiseaux. Ces trois lignées sont les plus étroitement apparentées entre elles que n'importe quel autre groupe de dinosaures. Mais voici ce que la phylogénie moderne, l'étude des relations évolutives basée sur l'analyse cladistique de centaines de caractères anatomiques, nous dit avec une précision croissante. Le vélociraptor n'est pas un ancêtre des oiseaux, il est leur cousin. Un cousin très proche, mais un cousin quand même. La lignée qui a mené aux oiseaux modernes s'est séparée de la lignée des dromaeosauridés quelque part dans le Jurassique moyen ou supérieur. Peut-être il y a 160 millions d'années, peut-être plus tôt. Depuis cette séparation, les deux lignées ont évolué en parallèle, développant chacune leur propre spécialisation. Les oiseaux ont perfectionné le vol, réduit leur taille, perdu leurs dents, remplacées par un bec léger, Fusionner leurs vertèbres caudales en un pygostyle, cette structure en soc de charrue qui soutient les plumes de la queue chez les oiseaux modernes. Développer une quille sternale imposante pour ancrer les muscles du vol. Les dromaeosauridés ont pris une autre direction. Ils ont conservé leurs dents, gardé leur longue queue osseuse. Certains ont peut-être expérimenté le vol ou le planeur. Le Microraptor en est le meilleur exemple. Mais la lignée principale a finalement renoncé aux airs pour rester au sol. Des coureurs, des chasseurs terrestres, des animaux qui utilisaient leurs plumes pour autre chose que voler. Cette distinction est cruciale. Elle signifie que quand vous regardez un vélociraptor, le vrai, le mongol, le couvert de plumes, vous ne regardez pas un ancêtre d'oiseau. Vous regardez une expérience évolutive parallèle. Un animal qui a pris les mêmes outils que les oiseaux, les plumes, le métabolisme élevé, le cerveau développé, et en a fait quelque chose de différent. Une route alternative, une solution différente au même problème de survie. Et cette route alternative a eu un succès remarquable. Les dromaeosauridés ont prospéré pendant environ 100 millions d'années. Ils ont colonisé tous les continents, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, de l'Europe à l'Asie, de l'Afrique à l'Australie. Ils ont diversifié leur taille, du minuscule microraptor d'1 kg à l'Utahraptor massif de 500 kg. Ils ont diversifié leurs niches écologiques, des chasseurs terrestres rapides aux planeurs arboricoles, des spécialistes des proies molles aux broyeurs d'os. Une famille extraordinairement réussie, extraordinairement diverse. Et puis, il y a 66 millions d'années, tout s'arrête. Un astéroïde de 10 à 15 km de diamètre, une masse de roches et de métal voyageant à environ 20 km par seconde, percute la Terre dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, au Mexique. L'impact libère une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques en une fraction de seconde. Des milliers de kilomètres cubes de roches sont vaporisés et projetés dans l'atmosphère. Une boule de feu planétaire. Des tsunamis qui balaient les côtes à l'échelle mondiale. Et puis, progressivement, le pire, un hiver d'impact. Des poussières et des suies qui bloquent la lumière solaire pendant des mois, peut-être des années. Les températures s'effondrent. La photosynthèse s'arrête. Le réseau trophique s'effondre depuis sa base. 75 à 80% des espèces animales s'éteignent. Les dromaeosauridés disparaissent entièrement, tous. L'Utahraptor, le Deinonychus, le Vélociraptor. Chaque branche de cette famille remarquable s'éteint dans les années qui suivent l'impact, emporté par l'effondrement de l'écosystème dont ils dépendaient. Mais pas les oiseaux. Les oiseaux, ou du moins certaines lignées d'oiseaux, survivent. Comment? Pourquoi eux et pas les dromaeosauridés? La question passionne les paléontologues et les biologistes évolutifs depuis des décennies, et les réponses sont encore partielles, encore disputées. Plusieurs hypothèses coexistent. Les petits oiseaux généralisés, ceux qui pouvaient manger des graines, des insectes, des charognes selon les disponibilités, avaient peut-être un avantage sur des prédateurs spécialisés comme le vélociraptor, qui dépendaient de proies spécifiques dans un écosystème fonctionnel. La capacité à voler permettait peut-être d'accéder à des ressources dispersées sur de grandes distances, inaccessibles aux animaux terrestres dans un paysage dévasté. Et peut-être, simplement, une question de chance. D'être au bon endroit, dans la bonne nichée, avec les bonnes ressources au bon moment.
L'extinction de masse n'est pas un examen de mérite, c'est une loterie cruelle. Et la loterie a épargné les oiseaux. Elle a condamné le vélociraptor. Mais voici ce qui devrait nous arrêter. Ce qui devrait nous faire marquer une pause et mesurer le vertige de cette réalité. Les oiseaux ne sont pas les descendants du vélociraptor, mais le vélociraptor et les oiseaux partagent un ancêtre commun. Ce qui signifie que quelque part dans votre jardin, dans votre rue, dans le ciel au-dessus de votre tête en ce moment, il y a des animaux qui portent en eux les traces génétiques, anatomiques, comportementales de la même lignée dont le vélociraptor est issu. La même architecture osseuse, les mêmes plumes, structurellement identiques, le même type de métabolisme, le même type de croissance rapide, les mêmes comportements de couvaison, les mêmes structures cérébrales de base. Un moineau est plus proche d'un vélociraptor qu'un crocodile ne l'est d'un lézard. Prenez un instant pour laisser cette idée vous traverser complètement. La prochaine fois que vous verrez un rapace fondre sur sa proie, un épervier saisissant un étourneau en plein vol, un faucon cresserelle suspendu dans le vent au-dessus d'un champ, vous observerez quelque chose de très ancien. Quelque chose qui remonte à des stratégies de chasse, à des architectures corporelles, à des solutions évolutives qui ont été testées et affinées pendant 150 millions d'années. Le vélociraptor n'est pas mort, il a changé de forme. Et c'est peut-être la vérité la plus renversante que la paléontologie moderne nous offre. Plus renversante que n'importe quelle scène d'action de Jurassic Park. Mais il nous reste encore une chose à examiner. Une chose que nous avons contournée depuis le début, que nous avons approchée sans jamais la saisir directement. La question la plus difficile. Celle qui touche non plus à l'animal lui-même, mais à nous, à notre façon de le percevoir, de le représenter, de le comprendre. Pourquoi avons-nous eu besoin de ce mensonge? Pourquoi avons-nous eu besoin d'un raptor qui n'existe pas? C'est une question qui dépasse la paléontologie. Elle touche à la psychologie humaine, à notre rapport au danger, à notre fascination pour la mort et les prédateurs. Elle touche à la façon dont la culture populaire s'empare de la science et la transforme en quelque chose d'autre, en mythe, en symbole, en peur collective. Commençons par un fait simple. L'être humain est, dans l'histoire évolutive des primates, un animal qui a longtemps été une proie. Pendant des millions d'années, nos ancêtres ont vécu dans un monde où des prédateurs plus grands, plus rapides, plus puissants pouvaient les tuer. Les grands félins, les crocodiles, les aigles géants. Cette réalité a façonné notre cerveau de manière profonde et durable. Nous sommes câblés pour détecter les prédateurs, pour les craindre et, paradoxalement, pour en être fascinés. Les psychologues évolutifs appellent ça la biophilie. Cette attraction irrésistible vers les formes de vie, et particulièrement vers celles qui nous menacent. Le serpent, l'araignée, le grand requin blanc, le lion. Ces animaux capturent notre attention d'une manière que ni une forêt, ni un coucher de soleil ne peuvent égaler, parce que notre cerveau les a classifiés depuis des millénaires comme des signaux d'alerte prioritaires. Et le vélociraptor de Hollywood est la version parfaite, optimisée, cinématographique de ce prédateur idéal. Regardez sa construction narrative dans Jurassic Park. Il est grand, à hauteur d'homme, donc à la bonne échelle pour nous menacer directement. Il est rapide, éliminant l'illusion que nous pourrions lui échapper par la fuite. Il est intelligent, supprimant l'espoir de le tromper par notre supériorité cognitive. Et il est social, retirant la dernière option, celle de se défendre contre un individu isolé. Spielberg a créé, consciemment ou non, le prédateur parfait pour le cerveau humain. Un animal qui ferme toutes les portes de sortie. Un animal contre lequel il n'y a pas de bonne réponse. C'est un chef-d'œuvre de construction de peur. Et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. Que ça a toujours fonctionné. Que 30 ans après la sortie du film, l'image reste gravée avec une précision photographique dans la mémoire de centaines de millions de personnes. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Le vélociraptor de cinéma n'est pas seulement un prédateur, c'est un miroir. Réfléchissez-y. Qu'est-ce qui rend vraiment ces créatures terrifiantes dans le film? Pas leur taille, il y a des animaux bien plus grands dans Jurassic Park. Pas leur force brute, le tyrannosaure écrase tout sur son passage avec infiniment plus de puissance. Non, ce qui terrorise dans les raptors de Spielberg, c'est leur façon de penser, leur façon de planifier, de communiquer, de s'adapter, de résoudre des problèmes. La scène où le raptor apprend à ouvrir une poignée de porte est peut-être la scène la plus terrifiante du film. Pas parce qu'elle est violente,
mais parce qu'elle montre une intelligence qui empiète sur notre territoire exclusif. Nous avons peur d'un prédateur qui pense comme nous. Et dans cette peur, il y a une projection. Une anxiété profondément humaine, celle d'être dépassé, supplanté, remplacé par quelque chose qui nous ressemble, mais qui n'est pas nous. C'est la peur du double, la peur du compétiteur cognitif. Une peur que la science-fiction a explorée sous 1000 formes. Les robots, les intelligences artificielles, les aliens, mais que Spielberg a habillé en dinosaure à plumes du Crétacé. Le vélociraptor de cinéma n'est pas un animal, c'est une métaphore. Et voilà pourquoi la correction scientifique est si difficile à faire accepter. Vous ne pouvez pas remplacer une métaphore par une réalité sans briser quelque chose dans l'imaginaire collectif. Quand les paléontologues disent « Votre raptor avait des plumes, il pesait 20 kg, il chassait probablement des lézards », les gens n'entendent pas une correction factuelle, ils entendent la destruction d'un mythe. La démolition d'une peur qui avait quelque chose de satisfaisant, de cathartique. Personne ne veut avoir peur d'une dinde, même si cette dinde est l'un des animaux les plus fascinants qui ait jamais marché sur Terre. Et pourtant, il faut essayer, parce que la vérité, la vraie vérité scientifique, mérite mieux que l'ombre d'un mensonge cinématographique. Alors laissez-moi faire quelque chose que Hollywood n'a jamais vraiment tenté. Laissez-moi vous vendre le vrai vélociraptor. Pas comme un monstre, pas comme une curiosité, comme ce qu'il était réellement, l'un des prédateurs les plus parfaitement adaptés à son environnement que l'évolution ait jamais produit. Pensez à un animal qui courait probablement à 35 ou 40 km/h en pointe. Pas les 65 que certains films suggèrent, mais une vitesse qui suffit largement à rattraper un humain en pleine course de panique. Un animal dont les os creux, une innovation évolutive partagée avec les oiseaux modernes, réduisait son poids tout en maintenant une résistance structurelle remarquable. Un animal dont la rigidité de la colonne vertébrale, assurée par des tendons ossifiés le long de la queue, lui permettait des changements de direction à haute vitesse sans perte d'énergie cinétique. Un avantage décisif dans la poursuite. Pensez à ses sens. Un odorat capable de détecter une proie à des centaines de mètres sous le vent. Une vision binoculaire qui calculait les distances avec une précision d'horloger. Une oreille interne si sophistiquée que sa tête pouvait suivre une cible mobile sans la moindre hésitation, sans le moindre délai de compensation. Pensez à sa griffe. Cette griffe recourbée que la science a réévaluée. Pas une lame de boucher, mais un outil de préhension d'une précision chirurgicale, capable de s'ancrer dans la chair d'une proie et de maintenir une prise qui ne se relâchait qu'avec la mort. Des études biomécaniques publiées dans le Journal of Zoology ont calculé que la force de cette prise pouvait être suffisante pour maintenir un animal de sa propre taille immobilisé pendant que les mâchoires effectuaient leur travail. Pas spectaculaire comme une griffe qui tranche, mais redoutablement efficace. Et pensez à ce cerveau, proportionnellement grand, doté d'un odorat et d'une vision exceptionnelle, capable d'apprentissage, car si les oiseaux modernes, qui lui sont apparentés, sont capables d'apprentissage complexe, il y a des raisons de penser que les capacités cognitives de base existaient déjà dans cette lignée. Pas une intelligence humaine, pas même une intelligence simienne, mais une intelligence de prédateur, pragmatique, focalisée, efficace. L'intelligence d'un animal qui devait prendre des décisions rapides dans des situations imprévisibles et qui payait ses décisions de sa vie si elles étaient mauvaises. Voilà ce qu'Hollywood aurait pu vendre, aurait dû vendre. Un animal réel, ancré dans une réalité écologique précise, fascinant dans ses vraies dimensions, dans ses vraies capacités, dans ses vraies limitations. Un animal dont la vérité est vertigineuse, non pas parce qu'elle est exagérée, mais parce qu'elle est réelle. Et il y a quelque chose d'autre que Hollywood n'a jamais dit. Quelque chose qui touche à la façon dont la science elle-même a évolué dans sa compréhension du vélociraptor. Parce que l'histoire de la découverte de cet animal, l'histoire des paléontologues qui l'ont étudié, débattu, révisé et révisé encore, cette histoire est en elle-même un récit fascinant. Un récit qui dit quelque chose d'essentiel sur la façon dont la science fonctionne, sur la façon dont la connaissance avance, pas en ligne droite, pas par accumulation simple et progressive, mais par bond, par retour en arrière, par révision déchirante, par moment où quelqu'un regarde un os que tout le monde a regardé pendant des décennies et voit quelque chose que personne n'avait vu. En 1924, Osborn voit un prédateur rapide.
En 1969, Ostrom voit dans son cousin le Deinonychus la preuve que les dinosaures étaient des animaux actifs et peut-être à sang chaud. En 1996, les fossiles du Liaoning montrent des plumes que personne n'attendait. En 2007, Turner voit des tubercules sur un humérus et comprend que le vélociraptor avait des ailes. En 2019, Frederickson lit dans des isotopes une histoire de chasse solitaire. En 2021, des traces d'usure dentaire racontent un régime alimentaire opportuniste. Chaque décennie, une nouvelle couche de vérité. Chaque fossile, une phrase supplémentaire dans un texte qui s'écrit depuis 100 ans et qui est loin d'être terminé. C'est ça, la science. Pas une révélation unique et définitive. Un dialogue permanent avec les morts. Une conversation que nous menons avec des os vieux de 75 millions d'années, armés d'outils toujours plus précis, toujours plus sophistiqués. La tomodensitométrie, l'analyse isotopique, la microscopie électronique, la modélisation biomécanique par ordinateur, la phylogénomique, et qui nous offre, fragment par fragment, quelque chose d'infiniment précieux. La vérité sur un monde qui a existé et que nous n'avons jamais vu. Et c'est là que nous arrivons au cœur de la question. Pas la question du vélociraptor, la question de nous. Pourquoi est-ce que tout ça compte? Pourquoi est-ce que ça compte de savoir que le vélociraptor avait des plumes? Pourquoi est-ce que ça change quelque chose à votre vie que cet animal pesait 20 kg et non 200? Pourquoi la vérité paléontologique devrait-elle concurrencer le plaisir d'un film d'action bien construit? Voilà ce que certains vous diront. Ce sont des dinosaures. Ils sont morts il y a 66 millions d'années. Laissez Hollywood faire son travail. Laissez les scientifiques faire le leur. Et ne mélangez pas les deux. Cette position est confortable. Elle est aussi profondément fausse. Parce que la façon dont nous racontons le passé détermine la façon dont nous comprenons le présent. Et la façon dont nous comprenons le présent détermine les décisions que nous prenons pour l'avenir. Prenons un exemple concret, précis, mesurable. Pendant des décennies, la représentation dominante des dinosaures, lente, stupide, froide, inévitablement condamnée, a renforcé une idée implicite dans la culture populaire. L'idée que l'extinction est une punition. Que les espèces qui disparaissent disparaissent parce qu'elles méritaient de disparaître. Parce qu'elles n'étaient pas assez adaptées, pas assez intelligentes, pas assez efficaces. L'extinction comme jugement de l'évolution, comme sélection naturelle rendue justice. Cette idée est dangereuse, et elle est fausse. Les dinosaures non-aviens n'ont pas disparu parce qu'ils étaient inférieurs. Ils ont disparu parce qu'un rocher de 10 km s'est écrasé sur la Terre, à une vitesse et dans un angle, qui ont déclenché une cascade de catastrophes auxquelles presque rien n'aurait pu survivre. Le vélociraptor n'était pas condamné. Il était malchanceux. Il y a une différence fondamentale entre ces deux affirmations, et cette différence a des implications qui dépassent largement la paléontologie. Elle nous dit que la complexité et la sophistication ne protègent pas contre la catastrophe systémique. Elle nous dit que des espèces parfaitement adaptées à leur environnement peuvent disparaître en un clin d'œil géologique si cet environnement change trop vite. Elle nous dit que la résilience d'un écosystème n'est pas infinie, et que quand elle cède brutalement, sans préavis, sans pitié pour la perfection des solutions évolutives qu'elle emporte avec elle. Nous vivons dans un moment où cette leçon est d'une pertinence saisissante. Pas besoin de développer. Vous entendez les chiffres chaque semaine. Les taux d'extinction actuels, la vitesse de changement des écosystèmes, la fragmentation des habitats, les projections climatiques. Nous connaissons l'histoire. La question est de savoir si nous en reconnaissons les échos. Le vélociraptor n'est pas seulement un animal fascinant du passé, c'est un avertissement du futur. Mais il y a quelque chose de plus immédiat, de plus personnel, de plus humain. L'histoire du vélociraptor, cette histoire de mensonges cinématographiques, de révisions scientifiques, de vérités plus étranges et plus belles que la fiction, est aussi une histoire sur la façon dont nous construisons notre rapport au monde naturel. Nous avons besoin de monstres. C'est profondément ancré dans notre psychologie. Des monstres à craindre, à fuir, à vaincre. Des monstres qui structurent notre monde en sûr et dangereux, en connu et inconnu, en nous et eux. Le vélociraptor de Hollywood remplit parfaitement cette fonction. Il est l'autre absolu, l'intelligente machine à tuer qui nous veut du mal. Mais ce besoin de monstre a un coût. Il nous éloigne de la réalité du vivant. Il remplace la complexité fascinante des vrais animaux, avec leurs vraies adaptations,
leur vrai comportement, leur vraie relation à leur environnement, par des caricatures conçues pour déclencher une réponse émotionnelle simple et immédiate. Et quand nous remplaçons la réalité par la caricature, nous perdons quelque chose d'essentiel. Nous perdons la capacité à être véritablement émerveillés. Parce que le vrai émerveillement, celui que provoque la découverte que les oiseaux sont des dinosaures, que le vélociraptor avait des plumes et chassait dans les steppes arides de l'Asie centrale, que ses os portent les traces de ses combats et de ses repas. Ce vrai émerveillement est infiniment plus riche, plus durable, plus nourrissant que la peur d'un monstre de cinéma. La peur s'épuise. L'émerveillement, lui, se renouvelle à chaque nouvelle découverte. Et des découvertes, il y en aura d'autres. C'est une certitude. La formation de Djadokta n'a pas livré tous ses secrets. Chaque saison de fouilles en Mongolie, chaque été passé à tamiser le sable rouge des falaises flamboyantes, apporte son lot de surprises. Des équipes internationales, américaines, mongoles, japonaises, canadiennes, continuent d'excaver, d'analyser, de publier. Les techniques s'affinent. La tomodensitométrie permet aujourd'hui de scanner un fossile sans le toucher, de reconstruire en 3 dimensions la structure interne d'un os vieux de 75 millions d'années, de détecter des détails invisibles à l'œil nu dans le grain même de la roche. Des questions précises attendent leur réponse. Est-ce que le vélociraptor nourrissait ses petits? Des preuves indirectes chez d'autres dromaeosauridés suggèrent des comportements parentaux complexes. Mais pour le vélociraptor mongoliensis spécifiquement, les données manquent encore. Est-ce que les mâles et les femelles différaient significativement en taille ou en apparence, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel? Chez beaucoup d'oiseaux modernes proches, les différences entre sexes sont marquées et liées à des comportements de parade complexes. Est-ce que le vélociraptor avait des comportements d'affichage, des rituels de séduction, des territoires défendus? Nous ne savons pas. Et il y a cette question qui plane sur toute la recherche sur les dromaeosauridés. Une question vertigineuse, à laquelle la science n'a pas encore de réponse définitive. Si l'astéroïde n'était pas tombé, si cette nuit de 66 millions d'années avait été une nuit ordinaire, sans feu du ciel, sans hiver d'impact, sans effondrement du réseau trophique, qu'est-ce que les dromaeosauridés seraient devenus? Certains paléontologues et biologistes évolutifs ont exploré cette question. Dale Russell, du Musée national du Canada, avait proposé dès 1982 un exercice de pensée devenu célèbre et controversé, le dinosauroïde. Si les troodontidés, ces dinosaures à plumes au cerveau proportionnellement le plus développé du Mésozoïque, avaient continué d'évoluer pendant 66 millions d'années supplémentaires, auraient-ils pu atteindre une forme de conscience, d'intelligence complexe, de civilisation? La plupart des paléontologues contemporains rejettent cette hypothèse comme trop anthropocentrique. L'évolution ne suit pas de trajectoire préétablie vers la complexité cognitive. Elle explore des solutions aux problèmes immédiats de survie et de reproduction, pas des projets à long terme. Rien ne garantit que des millions d'années supplémentaires auraient conduit les dromaeosauridés vers l'intelligence plutôt que vers d'autres spécialisations. Mais la question elle-même est précieuse. Pas parce qu'elle a une réponse, mais parce qu'elle nous force à réaliser quelque chose de vertigineux. Notre existence n'était pas inévitable. Le fait que vous lisiez ces mots, que vous pensiez ces pensées, que vous existiez dans ce monde précis, c'est le résultat d'une chaîne de contingences si longue, si fragile, si dépendante de chaque événement qui l'a précédée, qu'elle aurait pu être brisée à n'importe quel point. Si l'astéroïde n'était pas tombé, les mammifères n'auraient peut-être jamais dominé. Les primates n'auraient peut-être jamais émergé. Homo sapiens n'aurait jamais existé. Nous sommes ici parce que le vélociraptor n'est plus là. Cette phrase mérite d'être lue 2 fois. Notre existence est construite sur l'extinction de milliers d'espèces qui, dans leur monde, dans leur époque, étaient aussi parfaitement adaptées, aussi réelles, aussi vivantes que nous le sommes aujourd'hui. Nous marchons sur leurs os. Nous respirons dans un monde que leur disparition a rendu possible. C'est une dette. Pas au sens moral, personne n'est coupable de l'astéroïde, mais au sens de la conscience, de la gratitude peut-être, du respect certain. Et c'est pour ça que la vérité sur le vélociraptor compte, pas seulement parce qu'elle corrige un film, mais parce qu'elle nous force à regarder le monde naturel avec les yeux qu'il mérite, des yeux ouverts à la complexité, à la contingence, à la beauté de solutions évolutives que nous ne sommes pas encore capables de comprendre entièrement. Le vrai vélociraptor, petit, plumé, opportuniste,
fragile dans ses 20 kilogrammes face à un monde violent et imprévisible, est une créature bien plus émouvante que le monstre de Spielberg. Parce qu'il était réel, parce qu'il a lutté, parce qu'il a survécu pendant 75 millions d'années dans un environnement qui cherchait à le tuer chaque jour. Et parce qu'il a perdu finalement, pas par faiblesse, par malchance. Cette histoire mérite d'être racontée telle qu'elle est, sans exagération, sans mensonge, sans la béquille de la peur cinématographique. Juste avec la vérité. Cette vérité étrange, vertigineuse, bouleversante, que des êtres extraordinaires ont parcouru cette planète bien avant nous, qu'ils ont disparu sans laisser d'autres traces que des os dans la roche, et que nous avons aujourd'hui la capacité extraordinaire, unique dans l'histoire du vivant, de lire ces os comme un texte et d'y retrouver l'écho d'un monde perdu. Aucun film ne peut égaler. Alors la prochaine fois que vous verrez un épervier fondre sur sa proie dans un parc, la prochaine fois qu'un corbeau résoudra un problème complexe pour atteindre de la nourriture, la prochaine fois qu'un simple pigeon tournera la tête avec cette précision mécanique caractéristique des oiseaux, regardez bien, regardez vraiment. Vous observez 66 millions d'années de survie, une lignée qui a traversé la pire catastrophe de l'histoire récente de la vie sur Terre et qui est toujours là, dans votre jardin, dans votre rue, dans le ciel au-dessus de vos têtes. Le vélociraptor n'a pas disparu sans laisser de traces. Il a laissé ses cousins, ses héritiers évolutifs, ces animaux extraordinaires que nous appelons oiseaux et auxquels nous ne prêtons presque jamais assez d'attention. Hollywood vous a menti sur le raptor, mais la vérité que la science vous offre en échange est infiniment plus belle. Et elle vole, chaque matin, juste devant votre fenêtre. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette révélation sur les plumes du vélociraptor vous a surpris? Est-ce qu'il y a un autre dinosaure dont vous voudriez qu'on démonte les mythes ensemble? Parce que Jurassic Park a menti sur bien d'autres choses encore, et certaines de ces vérités sont encore plus renversantes que ce que nous venons d'explorer. On se retrouve pour la prochaine plongée dans le monde d'avant, sur bien d'autres choses encore, et certaines de ces vérités sont encore plus renversantes que ce que nous venons d'explorer. On se retrouve pour la prochaine plongée dans le monde d'avant,